Bienvenue au monde de la course pour un autre épisode de la course au temps du coronavirus. Cette fois-ci, je couvrirai des nouvelles qui sont pas trop passées date, je l'espère. Donc, je fais ça en plein milieu de semaine, 10h30 du soir. Je vais me coucher un petit peu tard avec le lever tôt le lendemain matin avec les élèves, mais bon, je suis un peu habitué. Je veux vous donner ça, je veux bien vous donner ça. J'ai plein de nouvelles excitantes, j'ai des résultats un petit peu préliminaires du sondage du monde de la course à vous partager. Mais tout d'abord, avant que j'oublie, je tiens à remercier les supporters du podcast, mes Patreons. Donc, tout d'abord, Gabriel Robillard, Maxime Lopez, Mathieu Pollard, Rolando Gomez, Frédéric Vien, Vincent Nadeau-Benoît et Tristan Garcia. Merci beaucoup de supporter le podcast. Vous pouvez les remercier si jamais vous les voyez. C'est un peu grâce à eux que j'ai une petite pression, que je me dis là, il faut quand même que je fasse au moins 2 épisodes par mois. Je veux essayer de remonter ça à 3-4. Là. Hier, le dernier mois, c'était le premier mois que j'ai seulement sorti 2. J'étais un peu déçu, mais bon, c'est en même temps, c'est ça la vie d'enseignant, pas trop de temps libre. Puis en passant, un des Patreons, Rolando Gomez, m'a fait parvenir une copie du livre qu'il a écrit. S'appelle Pensées étranges de vie tragicomique d'un coureur sérieux. J'ai déjà lu le 2 tiers environ, je dirais. Et c'est quand même le fun. Évidemment, je dirais pas que c'est pour quelqu'un qui n'aime pas la course, parce que ça parle pas mal juste de ça. Des petites pensées. Il y a quand même un petit fil conducteur derrière cela, mais c'est des petites affaires, donc ça se lit très bien légèrement de temps à autre, puis tu peux couper un peu à n'importe quel moment parce que c'est pas comme une affaire que tu vas plonger dedans, puis là, tu peux plus en sortir. C'est juste plein de petites pensées par rapport à la course des fois, ils parlent des illuminés de la course et je les reconnais un petit peu, ces personnes-là. Des fois, c'est ça, c'est quasiment caricatural. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ces illuminés qu'il décrit dans son livre. Mais c'est sûr qu'il y en a certains, du monde qui ont, disons, des pensées un peu passées date dans la course, ou très peu, en fait, pas basées sur la science, basées plus sur des idées préconçues. Donc, ben, je vous le recommande si jamais ça vous intéresse. Si vraiment vous êtes des passionnés de la course, je crois que ça pourrait vous intéresser. Euh, Personnellement, moi, je suis comme, je lis jamais de stock de course. C'est drôle, justement. J'en parlais justement avec lui. Je disais à être désolé parce que ça fait quand même plus qu'un mois qu'il me l'a envoyé. Puis je tarde à le finir. Mais ouais, je sais pas pourquoi, à force de juste courir, on dirait que je me tanne. Mais c'était quand même intéressant de comparer, de voir comme une vision différente un petit peu, comme la course. Moi, j'ai toujours vu ça vraiment comme une activité vraiment pour le plaisir. Puis c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui, c'est quand même de la souffrance. Puis moi aussi, je le vois. C'est quand même souvent une relation amour-haine, surtout au Québec, quand les conditions peuvent être un peu plus merdiques. De plus en plus, elles commencent à avoir le dessus de moi, ces conditions merdiques. Et des fois, je me décide de juste relaxer. Mais bref, à regarder si jamais ça vous intéresse, allez sur son site rolandogomez.com pour commander ça. Euh, alors, un petit shout-out de même à un fidèle Patreon, ça me fait toujours plaisir. Euh, Ensuite, à l'ordre du jour, prochaine chose, ben je l'ai annoncé au dernier épisode, mais je fais un petit rappel. Le monde de la course a maintenant un site internet. Donc, le monde de la course.ca. Tiens, je vais vous montrer ça pour ceux qui sont sur YouTube, parce que j'ai appris dans le sondage qu'il y a quand même du monde qui vont regarder les vidéos, quand même un pourcentage plus grand que je pensais. Euh, et donc, lemonde-de-la-course.ca. Allez pas au lemonde-de-la-course.wordpress.com, allez lemonde-de-la-course.ca. On a une belle page d'accueil, on a un guide sur les bases de l'entraînement à course à pied qui a déjà été beaucoup téléchargé depuis qu'on vient de le sortir. Ça s'est fait par Mathieu Pollard et il y a eu beaucoup quand même de révisions par, entre autres, moi. On a JF Harvey.
On a eu Maxime Lopez aussi qui a jeté un œil là-dessus. Puis peut-être que j'en oublie d'autres. Désolé si c'est le cas. Mais donc, il y a vraiment. Puis là, j'avais oublié de le mentionner dans le dernier épisode, mais vous pouvez même voir comme une espèce de table des matières pour voir chaque section. Je vous conseille d'aller là si jamais il y a des parties que vous voulez passer par-dessus pour juste voir quelle section vous intéresse. C'est quand même assez compréhensif, surtout pour quelqu'un. Même moi, il y a certaines choses là-dedans que je ne connais pas, comme d'autres systèmes d'entraînement, des techniques avec des V1, V2, V3 et compagnie. Moi, je ne fonctionne pas ça. Je fonctionne avec à l'effort. Vous verrez, si jamais vous plongez là-dedans, il y a une section justement à l'effort qui a été écrite en grande partie par moi. Parce que je voulais justement qu'on mentionne cette technique, cette méthode d'entraînement qui, selon moi, est la meilleure malgré tous les outils technologiques qu'on peut avoir. Et donc, allez voir ça, le site, vous pouvez voir les podcasts, vous pouvez comme voir une belle petite description à propos de moi. Les podcasts qui sortent seront publiés là aussi. Lien vers l'histoire de la course. Bref, un beau petit site. Et aussi, finalement, le sondage du monde de la course. Je vais mettre un lien dans la publication sur la page Facebook du monde de la course pour cet épisode aussi. Donc, vous pourrez, si vous ne l'avez pas encore rempli, allez là. Moi, j'essaie de m'améliorer. J'ai déjà une idée de certains points à améliorer, mais c'est bon quand les gens me le disent parce que ça me le confirme. Et en complétant le sondage, vous pouvez gagner la chance de gagner une paire de Go Run Ride Rit ou de Go Run 7 Plus de Skechers, qui sont selon moi vraiment des souliers. Là, je suis un peu self-conscious parce que conscient de moi, parce que j'ai justement vu dans les commentaires, puis je savais que ça allait venir, que j'utilise beaucoup de termes en anglais. Puis des fois, c'est le fun quand tu es un podcast francophone de parler en français. Mais j'allais dire mes go-to, mais disons, je dirais c'est vraiment des souliers qui peuvent être bons pour toute occasion. Que ce soit pour des petits jogs relax ou pour des entraînements. Surtout les 7 les Go Run 7 qui sont vraiment, moi je les utilise quand je dois faire de la vitesse. Je les adore, beaucoup de bounce. Donc il y aura une paire à gagner à date. J'ai 34 entrées. Donc si vous participez, vous avez environ une chance sur 35. Ou peut-être moins s'il y a plus de gens s'inscrivent. Mais au final, je ne m'attends pas à avoir plus que 50, 60, 70. Donc, une chance sur 50, 60, c'est quand même beaucoup mieux que la grande majorité des concours, beaucoup mieux que la 649. Donc, allez remplir ça, puis demain, vous allez aider à améliorer le podcast puis à avoir ce que vous cherchez plus à avoir dans un podcast francophone, québécois sur la course à pied. Je voulais juste passer un petit peu au-dessus sur des réponses que j'ai vu, juste un peu vous partager ce que j'ai vu jusqu'à présent. Euh, juste rafraîchir ça pour bien vous montrer les réponses. Donc, si je regarde le sommaire, voilà, le sommaire. Donc, on a quand même plus de monde que je pensais qui regarde en vidéo. J'ai 26,5% à date de ceux qui ont répondu qui disent regarder en vidéo. Moi, je m'attendais vraiment à être plus près du 10 ou 20, 10 ou 15%, parce que je me disais que tout le monde doit écouter ça en courant pendant leur run. Mais il y a bien du monde, ça a l'air je sais pas, qui mettent ça peut-être sa télé pendant qu'ils cuisinent ou qu'ils font autre chose. Ou peut-être juste qu'ils regardent puis qui aiment ça apprendre puis qui écoutent, qui boivent mes paroles. Puis j'en ai quelques-uns qui font le switch un peu, mais la majorité des gens, c'est une seule des deux manières, avec 67% ensuite en audio, puis quelques-uns qui font un petit peu des deux. Les épisodes préférés, bon, je ne veux pas aller par-dessus complètement trop aller là-dedans, mais j'ai Mélanie qui revient très souvent. Ça, c'est Max Lopez, puis Johan Rock aussi, Stéphanie Simpson. Donc, ça varie beaucoup. Je sais que Mélanie, je l'ai vu beaucoup. Donc, bon, je vais la réinviter. C'est mon amie en plus, c'est ma coéquipière. Donc, je suis sûr que ça lui fera plaisir de revenir. Donc, pour donner aux coureurs ce qu'ils souhaitent.
Ensuite, je demandais quel type de contenu est-ce que vous voudriez entendre plus souvent. En ce moment, la majorité veulent plus d'entrevues avec des coureurs sur route. Coureurs sur route, je vais essayer de vous donner ça. Je pense que je peux le faire. J'ai justement beaucoup euh, d'amis coureurs sur route. Justement, il est pas reconnu comme étant coureur sur route, plus reconnu comme coureur de piste, mais je vais avoir à nouveau Charles-Philippe Batuto très bientôt. Il m'a dit qu'il allait trouver une date donc, pour nous parler de sa course. Mais il fait un petit peu de course sur route. Et puis je vais essayer. En fait, je vais pas essayer. Je vais réussir à trouver d'autres coureurs sur route à interviewer. C'est sûr, en ce moment, il n'y a pas de course sur route, vraiment pas, à part une dont on va parler qui a eu lieu à Valence. Mais il n'y avait pas trop de Québécois là-bas. Je vais quand même essayer de continuer à interviewer des coureurs sur route. Le coureur sur trail quand même, mais c'est un peu moins populaire que les coureurs sur route. Mais il y a quand même un intérêt là, donc je ne vais pas arrêter non plus. Beaucoup qui demandent plus d'entrevues avec des entraîneurs, entraîneuses. Donc ça, oui, ça, je l'ai un peu négligé, je dirais, puis je compte me reprendre. Donc, euh, watchez bien ça, regardez bien les épisodes. Je vais vous sortir dans le contenu avec des entraîneurs. Justement, moi, j'aime beaucoup ça. J'en avec des entraîneurs, voir différentes philosophies d'entraînement. Les nouvelles du monde de la course étaient les moins populaires, mais bon, en même temps, il faut quand même que. Peut-être que c'est juste que j'en fais beaucoup ces temps-ci. Puis il y a quand même 38% qui en veulent plus, donc j'ai pas l'impression que c'est que les gens veulent pas, c'est juste que c'est un peu moins en demande d'en avoir plus que les autres. Puis les capsules d'information sur un sujet précis quand même en demande. Donc je compte en faire un sur les vêtements d'hiver bientôt. Donc ça va sortir. Quelle nouvelle catégorie d'épisodes? Ça, j'ai pas encore trop regardé. Je vous dirai plus vers la fin. Et là, quelques petits. Je vous demandais des améliorations que je pourrais faire. J'ai vu fréquence plus régulière, c'est possible. Exemple, une journée fixe aux 2 semaines. Ça, ouais, je pourrais essayer de faire ça, d'essayer de trouver une journée fixe, peut-être. Les mercredis, c'est juste sûr, c'est un peu difficile avec la job de prof, que des fois j'ai le temps, des fois j'ai vraiment pas le temps. Mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. D'en avoir plus. Une course avec une GoPro en direct, j'ai déjà pensé. Il va falloir que je m'achète une GoPro, mais éventuellement, je voudrais faire ça quand il y aura un retour des courses. Ce serait pas mal cool. En gros, c'est ça, il y avait plusieurs personnes qui disaient un peu plus, des fois plus d'énergie. J'en suis tout à fait conscient. J'essaie de remonter ça. Puis je pense en rendant les épisodes un peu plus courts, qui était une autre des demandes, il y a plusieurs personnes qui disaient des fois c'est un peu long, essayer de raccourcir ça. Peut-être que je serais capable de garder l'énergie tout au long. J'ai eu quelques personnes aussi qui disaient le contraire, qui voulaient des épisodes plus longs pour leur long run. On peut pas plaire à tout le monde. Je vais essayer de faire un peu des deux, de faire des courts, de faire des longs. Peut-être de garder ceux qui devraient être courts, en n'allant pas dans des longues tangentes, et de garder ceux qui devraient être longs, par exemple avec des personnes passionnantes ou des sujets passionnants, de les garder plus longs. Ça va être pas mal ça. Plus de concours, je vais toujours essayer. Laisse ton chat se promener devant ton écran. Quand tu es en abonné, ça va faire de l'interaction un peu. Moi, haha, j'adore les chats. En fait, j'ai un nouveau chat pour ceux qui ne savaient pas. Baba Yaga, l'ancien chat un peu turbulent qui avait vraiment fait foirer le début de mon entrevue avec Patrice en sautant dans le recyclage. Finalement, il est resté avec mon ancien coloc. Mais j'ai un nouveau chat, Maury, qui est un peu plus obèse puis qui est un peu plus calme. Donc, il est là, il est en liberté, je ne l'embarque pas dans une pièce, mais il est plutôt tranquille. En ce moment, il est en train de se lécher, faire sa toilette, puis je pense qu'il dort pendant que je parle. Ma voix l'aide à dormir, donc c'est ça qu'il fait. Mais si jamais il est de passage, j'essaierai de le montrer. Tiens, je vais vous donner un petit shot, juste pour ceux qui aiment beaucoup les chats. Euh, J'espère que vous le voyez bien. Le voilà, le petit coco. Donc, ça, c'était pour mes auditeurs vidéo. Auditeurs vidéo, un petit shot du chat. Je vous dois bien ça. Euh, puis finalement, si on regarde les résultats, c'est assez partagé pour les types de suivis qui sont demandés. On a vraiment proche de 50-50. Les Go Run Ride Rate qui gagnent par un tout petit peu. C'est un bon suivi classique, pas surprenant.
Mais donc, ça pourrait peut-être que la balance va changer avec le temps. Bref, maintenant qu'une fois que toutes les plugs sont passés, on peut passer aux résultats. Tout d'abord, je veux dire, désolé, j'ai eu quelques oublis dans les semaines précédentes. Il y en a un que j'avais déjà vu, puis ça, j'ai juste complètement oublié. Pourtant, c'était quand même assez frais dans ma mémoire. Des fois, je vois des nouvelles qui pop dans mon feed Facebook. Et là, si je les mets pas dans mes notes, ben j'oublie simplement. Parce que des fois, c'est un peu chargé, les émissions. Et ben celui-là, malheureusement, ça a passé, mais c'était toute une performance de justement Charles Philibert Thibouteau, que je devrais recevoir très bientôt, qui s'est tapé un beau petit 28,45 sur 10 000 mètres. Il est passé à seulement 3 secondes du record d'Alain Bordelot, ce qui est assez débile. 3 secondes sur 10 000 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. C'est très minime. C'est quand même un peu difficile parce que je pense qu'il était parti assez vite. Je pense que les coureurs dans cette course, c'était quand même du haut calibre. Puis ils sont partis quand même assez vite. Puis il les a suivis. Puis ça allait quand même assez bien. Je crois que c'est vers la fin qu'à un moment donné, il s'est fait dropper. Puis là, la pace, l'allure a vraiment a pris un coup. Puis finalement, c'est ça a tellement ralenti. Puis là, je dis tellement ralenti, probablement qu'il allait quand même autour de 3 minutes du kilo ou moins. Donc, ça a ralenti relativement. Mais malheureusement, c'est ça, il a raté le record par 3 secondes. Je pense quand même qu'il est content. C'est ça, la longue distance, 10 000 mètres étant une longue distance pour lui, qui est un coureur de 1500 mètres, un Olympien sur cette distance, c'est quand même pas encore sa spécialité. Lui, il spécialise beaucoup plus 1500, 5000 mètres. Quand même d'être en deuxième position dans le classement de tous les temps au Québec, c'est pas si mauvais. Donc, félicitations à Charles Philibert plutôt, dont on va reparler plus tard dans cet épisode. Puis là, quelque chose qui m'a quand même beaucoup impressionné, j'étais même pas au courant ça. Maintenant, je suis allé le suivre sur Strava. Pierre-Yves Normandin, coureur de l'Université Laval, qui a fait un demi-marathon 1:07:15 sur un parcours mesuré qui est une loupe, la loupe à Québec, la loupe dans le parc industriel de Québec ou quelque chose du genre, je ne suis plus trop sûr c'est quoi exactement. C'est une petite loupe qui a été mesurée à roulette et donc c'est quand même assez officiel comme temps. Son temps Strava donnait 1:06:32. Puis ensuite, si on regarde en réalité selon le parcours mesuré, ça donne 1:07:15. Donc on voit quand même la différence dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, si je me souviens bien, de la différence entre les temps Strava et les vrais temps. Strava qui, selon moi, est souvent généreux. Donc c'est ça, il y a un 45 secondes de différence quand même. Je trouve que ça c'est quand même beaucoup sur demi-marathon. Mais c'est ça, toute une performance, 1:07:15. Moi, mon record personnel c'était au demi-marathon Banque Scotia il y a quelques années, c'est 1:07:08. Donc seulement 7 secondes plus lent. En gros, sur demi-marathon, c'est à peu près la même chose. Puis ça, c'est en format time trial. Je crois qu'il y avait des coureurs pour l'aider. Dans ce que j'ai vu sur Strava, il y avait quand même des lièvres pour un bout, mais c'est ça, il n'y avait pas toute l'adrénaline qui vient avec une grosse compétition. Du moins, peut-être qu'il est capable de la fournir par lui-même sans la course, la grande journée de course en tant que soi. Il y a des coureurs qui sont meilleurs que d'autres pour ça. Il y en a qui sont vraiment bons time trial, puis d'autres comme moi qui sont un petit peu pourris. Donc, félicitations, Pierre-Yves Normandin. Christopher Busset aussi, lui à la base, je crois qu'il est un cycliste, mais il court aussi pour Laval. Il a fait plusieurs compétitions d'athlétisme et maintenant, ben, il s'est tapé un demi-marathon en 1:08:24. Ça, c'est son temps Strava, par contre. Donc, selon moi, il faudrait rajouter, je pense que ça irait sûrement à 1:09 mesuré, 1:09, 1:09:15. C'était sur la même loop que Nicolas Morin au parc technologique à Québec. Mais dans ce cas-ci, c'était selon la montre, son temps de 1:08:24, le temps Strava, et non le temps officiel, mais quand même 1:09 très solide de son côté aussi.
Finalement, une autre performance qui m'a été mentionnée par Anthony Larouche, que je remercie d'ailleurs. Merci d'être mon informateur pour ce qui se passe à Québec. On a David Girardin qui s'est fait un beau petit 5 km en solo. De ce que j'ai vu de la description Strava, c'était vraiment solo. 14,47. Donc, moi, je pense que c'est mon record personnel sur 5 kilos. Je pense que c'est 14,43 ou 14,47, mon record personnel sur 5 kilos route. Sur piste, j'ai fait plus vite, j'ai fait autour de 14,12. Mais c'est ça, il vient égaler mon record personnel. Ça, je me souviens, c'était quand j'étais retourné d'une blessure au 5 km NDL, la Coupe Québec. Puis je m'étais surpris. J'avais eu toute une course, puis c'était parti quand même à un rythme effréné. Puis finalement, j'avais tenu bon. Donc j'avais fait autour de ça. Puis lui, il vient de se taper ça en time trial en solo. Je sais pas si c'est mesuré, je crois que c'est en Strava, si je ne m'abuse. Mais sur 5 kilos, il y a pas une si grosse différence entre le temps Strava et le temps mesuré, vu qu'il y a moins de distance. Donc, selon moi, ça vaut probablement, si c'est un temps Strava, c'est probablement un 15,5, 15,10 max en distance officielle. Puis peut-être que c'est déjà distance officielle, je suis plus trop sûr. Mais très solide pour David Girardin. L'Université Laval à Québec, qui a vraiment de la profondeur en tabarouette. Leurs athlètes, ils continuent de s'entraîner à travers la COVID, puis ils font des belles performances. Donc, bravo aux coureurs de Québec. Ensuite, il y a eu le The Track Meet, que ça s'appelait. Ça avait lieu en Californie, à un endroit qui était tenu secret pour pas qu'il y ait de foule là-bas. Là-bas, on avait des Québécois. On avait Charles Philbert-Dubuteau, William Paulson, Jean-Simon Desgagnés et Thomas Fafard, donc, qui représentait le Québec là-bas. On a quand même pas eu des performances décevantes. On a eu Charles Philbert-Thibouteau qui a eu la plus forte performance, qui est passé à, tenez-vous bien, 0,05 secondes du record québécois. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il s'attaquait au record québécois. La première fois aussi, il n'était pas passé super loin. Et là, tu peux difficilement être plus proche du record. C'est une affaire de 0,05. C'est très rare que ça fasse la différence dans une course de 5000 mètres. Même dans un 100 mètres, c'est pas tant que ça. Donc, imaginez sur un 100 mètres, ouais, c'est peut-être un petit peu quelque chose, mais c'est pas si gros que ça sur un 100 mètres. Donc là, sur un 5000 mètres, imaginez-vous, là, c'est rien. Rate ça par 0,05. C'est sûr, ça doit être décevant. Mais en même temps, c'est un record personnel pour lui. 13,22,44 contre le record qui est 13,22,39. Donc en 2-3 semaines, il a fait peut-être 3-4. Je suis plus trop sûr de la chronologie. Bref, en dedans de 3-4 semaines, en dedans d'un mois pour sûr, il passe en dedans de 3 secondes du record québécois de 5000 et de 10 000 mètres. Donc, ouais, ça doit être un petit peu frustrant, mais en même temps, ça fait parler. C'est dans les deux cas des records personnels pour lui. Donc, c'est sûr, on peut jamais être complètement fâché d'un record personnel, sauf quand c'est une course qui te coûte 4000 pièces. Ceux qui ont écouté mon retour sur le marathon de Toronto comprendront. Mais donc, bravo à Charles Philibert. En tout cas, j'ai bien hâte de le recevoir justement pour qu'il nous parle de ces deux courses, mais spécialement, en particulier de celle-là, qui était vraiment c'était vraiment une course, une compétition hors de l'ordinaire. En ce moment, quand il y a un événement, tous les yeux sont rivés vers cet événement parce qu'il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est ultra rare. Parce que ça coûte cher à organiser. Fait que c'est seulement des affaires avec des gros noms qu'on va avoir, comme notamment le marathon de Valence dont je parlais tantôt.
Mais c'est vraiment particulier. Il y avait peur que la compétition soit annulée parce que quelques jours avant, il y avait des feux en Californie. Puis la qualité de l'air était dégueulasse. Puis tout à coup, je pense un jour avant, environ, là, tout d'un coup, ils ont eu le hockey. Ça a l'air que la qualité de l'air était correcte. Ils ont pu aller faire un petit shake-out, puis faire la course par la suite. Les conditions étaient bonnes apparemment. Je crois que c'était autour de 10 heures du soir là-bas. Ici, c'était autour de 1 heure que ça se passait. Donc, Charles Filiberto, 13-22.44, qui vient s'inscrire en deuxième position dans les meilleures performances de tous les temps. Et on a William Paulson, lui aussi un spécialiste du 1500 mètres. Je sais qu'il s'était très bien classé au dernier championnat canadien de 1500 mètres. Je me souviens plus c'était quoi sa position, mais c'était dans le top 3, je suis à peu près certain. 13-40.32, donc lui aussi qui est capable d'une belle flexibilité, pas juste au 1500 qu'il performe. On n'entend pas beaucoup parler de lui, ben justement parce que lui aussi des spécialistes du 1500, puis en tout cas, moi, je pense que c'est une distance qui est moins suivie, surtout pour les coureurs sur route. Mais là, il commence à s'illustrer avec des performances de même. Il passe devant le temps d'Alain Bordelot aux 5000 mètres. Alain Bordelot qui a la cinquième meilleure position. Donc, il s'en vient passer tout juste devant Alain Bordelot. Alain Bordelot qui avait 13,41,77 et qui est toujours détenteur du record de 10 000 mètres par 2-3 secondes devant Charles Philibert. Et on a Jean-Simon Desgagnés qui a été bumpé, qui est maintenant rendu en 10e position, même s'il a fait un record personnel dans cette course-là, 13,54,01. Donc c'est quand même un peu frustrant. Tu fais un record personnel, mais tu perds une position. Avant, il était 9e. Et là, avec Paulson qui passe devant, ça le met en 10e place, même s'il améliore sa marque. Je pense, de ce qu'on m'a dit, qu'il est probablement un petit peu déçu avec ça. Il avait fait autour de 13,56, 13,57 sur route. Il était passé sous 14 sur route. Je me souviens quand on avait la chasse au record du 5 km route qu'il avait fait contre Charles Philibert Thibauteau, justement, à Québec, dans le cadre du 10 km Université Laval. Il avait, c'est ça, il l'avait raté par 2-3 secondes, mais un 13,56-57 route, ça vaut clairement autour de 13,40 sur piste, 13,40, 13,45. Et je crois que c'est ça qu'il visait. Je crois qu'il savait qu'il pouvait faire ça. Puis il n'a pas eu malheureusement la course qu'il désirait. Du moins, c'est mon impression. Faudrait que je lui demande. Ça serait le fun aussi de le recevoir lui. Donc, j'enverrai l'invitation bientôt. Juste faire une personne à la fois, pas 20 en même temps. On a Thomas Fafard qui lui, malheureusement, je ne retrouve plus son temps. Il a fait quand même un record personnel. Je pense qu'il a fait autour de 13,57 si je ne m'abuse. Lui aussi, je crois qu'il va être déçu de ça. Oui, c'est un record personnel, donc c'est dur d'être fâché d'un record personnel, mais en même temps, je crois qu'il voulait quand même faire mieux que ça. Lui qui a terminé, qui avait impressionné tout le monde avec sa troisième position au championnat canadien de 5000 mètres à Montréal. C'est vraiment tout un highlight. Il avait battu Lucas Bruchet, qui est un Olympien et un athlète de très haut calibre. Je crois qu'il a fini dans le top 3 au championnat canadien de 10 km, si je ne m'abuse, cette année, les championnats virtuels. Et c'est ça, là, j'ai son temps 13,57,18. Donc, c'est sûr, c'est dur d'être déçu d'un sub 14 sur 5000 mètres. Donc, je pense que c'est quand même une certaine satisfaction, mais en même temps, je suis à peu près certain qu'il voulait faire quand même un peu plus bas parce que je sens qu'il a ce potentiel-là et qu'il le sait aussi. Donc, un peu décevant. En même temps, c'est ça qui est dur quand tu as une seule compétition dans laquelle tu peux performer, mais ça passe ou ça casse. Puis,
c'est chien de même, mais si, ça, si c'est pas ta soirée, c'est ça qui est ça, puis tu vas devoir te reprendre à la prochaine compétition dans 2 3 mois. Euh, En même temps, ça donne un petit peu un goût de c'est quoi le marathon, parce que c'est un peu ça le marathon. T'en as 2 par année, puis si jamais t'en as un qui va pas, bonne chance, tu te reprendras dans l'autre. Mais donc, je pense qu'il pourra faire mieux. Lui et Jean-Simon pourront faire mieux définitivement quand ils pourront se reprendre sur 5000 mètres, parce que je pense que leur potentiel euh, était là. Je pense qu'il était un peu plus élevé. Et donc, quand même, félicitations. C'est quand même, moi, je suis jamais allé sous 14, donc on va pas bitcher là-dessus. Mais c'est ça, pour donner un petit peu une idée aux auditeurs de ce que je pense qu'est le potentiel de ces quatre coureurs qui sont vraiment des top coureurs, probablement les meilleurs au Québec sur cette distance, sur 5000 mètres. Donc, félicitations. Ensuite, tiens, je voulais juste partager une petite publication qui a été faite par Laurent Godbout. En fait, je me suis basé sur lui qui a publié sur sa page Facebook le nouveau top 10 de tous les temps du 5000 mètres au Québec. C'est ça, il dit, on peut trouver ça sur le site d'Athlétisme Québec. C'est compilé par Monsieur Denis Poulet. Vraiment, c'est lui qui gère ça, les records, les meilleures performances québécoises en athlétisme. Euh, et il dit d'abord, c'est bien la première fois à ma connaissance que 4 coureurs de chez nous sont sous les 14 minutes aux 5000 mètres dans une même compétition. Puis c'est vrai, c'est quand même assez fou. 4 coureurs sub 14 en une soirée. Québécois. Puis un autre élément à souligner, c'est ça, Fafard était dans le top 10 avant. Il a été bumpé à cause de Will Paulson qui est rentré là-dedans, dans le top 10. Et Philibert Thibodeau qui demeure toujours deuxième. Et Jean-Simon repoussé au 10e rang de la liste. Et ça, il disait, c'est quand même très spécial de voir ces athlètes franchir les nombreux obstacles que la COVID a dressés devant eux depuis mars dernier. Leur réussite mérite d'être soulignée et leur performance envoie un message d'espoir à toute la communauté sportive du Québec. Bien sûr, la course à pied est une activité plus accessible que d'autres dans le contexte actuel, mais il n'en demeure pas moins que leurs efforts pourraient en inspirer d'autres à persister et ne pas abandonner. En effet, c'est quand même très inspirant. Euh, et euh, et euh, mais par contre, c'est sûr, c'est quand même dur de garder la motivation avec le coronavirus. J'arrête pas de râler sur ça, fait que je vais pas trop râler cet épisode non plus. Je pense aussi que c'est le passer à temps plein, l'enseignement à temps plein pour moi, ça fait quand même quelque chose. C'est quand même tout un fardeau, surtout avec le coronavirus qui nous rend la tâche encore plus difficile. Les profs, faut on est techniquement, je pense, on est censé faire un suivi avec un élève s'il est absent plus de 2 jours, en plus de déjà notre tâche de travail qui est complètement surchargée, complètement débile tant qu'à moi. Je pense pas que ça va être tant à respecter cette directive qui a été pitchée comme ça par le ministre Roberge. Mais bon, bref, je pense que c'est un petit peu de ça le fardeau. J'espère dans les prochaines années essayer de dénicher des contrats plus à 80-60% pour essayer de me concentrer plus à la course. En même temps, je veux continuer de faire un petit peu de money. Donc, c'est sûr, s'il n'y a pas de course, on va continuer à travailler parce que l'argent ne rentrera pas s'il n'y a pas de course. Donc, c'est ça, petite parenthèse. Donc, c'est ça, des bons mots de Laurent Godbout. Ensuite, on a Johan Rock qui finalement, au moment que je disais à la nouvelle qu'il s'était parti son défi de marathon consécutif, je pense que c'était 61 en 61 jours qu'il voulait faire. Je pense qu'il a arrêté après 13, du moins il n'y a plus de nouvelles. Puis c'est ça qui m'a été... Est-ce qu'on m'a indiqué, je crois, soit qu'il était juste tanné, peut-être qu'il y a eu une blessure, mais de ce que j'avais compris, c'était comme un petit peu tanné, puis c'était comme bon, à un moment donné, ça devient un peu redondant. Donc finalement, il a dû arrêter son défi. Aussi, il est encore en pleine rédaction de son prochain livre. Donc il y a peut-être un peu ça aussi qui est venu jouer là-dedans.
Mais c'est ça, je le regardais aller, c'était quand même impressionnant. Il se tapait un marathon par jour, puis il se rajoutait des petits défis de chin-up ou de pull-up là-dedans, ou de push-up, je suis trop sûr. Il variait un petit peu. C'est ça. Après 13, un moment donné, juste en soi, de faire 13 marathons consécutifs un après l'autre. Personnellement, j'ai jamais fait ça. Je pense pas qu'il y a beaucoup qui l'ont déjà fait. Donc, on lui donne quand même une petite tape dans le dos. Puis on lui souhaite bon succès dans en ce moment, c'est plus tant de l'écriture, je pense que c'est un peu plus mais de la réécriture puis des corrections à son manuscrit pour son prochain livre. Killian Jornet, qui voulait faire un record du monde pour le 24 heures. Il faisait ça sur piste, si je ne m'abuse. Il a abandonné. Il y avait, je me souviens, j'avais noté aussi qu'il y avait Yanis Kouros, qui est le détenteur du record. Si je ne me trompe pas, il est grec. Il crée au shoe doping. Donc, je crois que Killian voulait porter les Vaporfly ou les Alphafly de Nike, si je ne me trompe pas. C'est quand même bizarre parce que je sais que c'est un athlète Salomon, mais en même temps, Salomon, je pense pas qu'ils font beaucoup de, de chaussures de route. Donc, peut-être qu'ils lui ont donné une petite permission. Mais finalement, au final, ben, il y aura pas trop de controverses parce qu'il a dû abandonner. Je ne sais pas si c'est pour cause de blessure ou simplement parce qu'il n'allait pas le faire. Mais quand même, ça aide un peu à voir la réalité que tu peux être très bon à quelque chose. Killian Jornet, qui est un athlète de trail qui n'a aucun bon sens, il fait des défis surhumains. Dans les trails, il va à des altitudes, il fait des distances incroyables avec très peu de support. Mais des fois, tu peux être surhumain, mais en même temps, quand tu vas un petit peu en dehors de ta zone de confort, ben, la réalité peut te rattraper. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci. Donc, il a dû abandonner cette tentative de record du monde de 24 heures. Ensuite, je voulais partager une petite publication du marathon du Petit Train du Nord qui disent Unissons nos forces et nos actions pour revivre l'émotion d'une ligne de départ. Ils disent L'industrie des courses d'endurance a été durement touchée par les pandémies. Tous les organisateurs de courses au Canada collaborent ensemble comme jamais auparavant pour créer des protocoles de mesures sanitaires permettant un retour en toute sécurité afin de pouvoir reprendre les événements de course à pied. Nous demandons à toute la communauté des coureurs de se joindre à nous en partageant ce que les courses signifient pour eux en utilisant le hashtag ligne départ action. Publiez vos souvenirs de course et identifiez-vous. Parlez à vos amis, voisins, représentants de vos gouvernements. Parlons haut et fort pour toute la communauté. En bref, nous voulons que vous fassiez tous partie du mouvement pour un retour en toute sécurité à la course. Je pense que c'est un petit peu moins de pression pour essayer d'avoir un retour à des courses parce que c'est le milieu des courses, des organisations de courses. Je le vois en tout cas dans mon newsfeed de Facebook. J'ai beaucoup d'amis qui organisent des courses. C'est un milieu qui est très durement touché et qui a très peu d'allocations ou aucune allocation gouvernementale dans beaucoup de cas. Et donc là, ça veut dire que toutes les pertes sont assumées par les organisations. Bien qu'il y ait des organisations de vraiment crapules comme Just Run, la grande majorité, c'est des bonnes organisations. C'est des gens qui s'impliquent dans leur communauté puis qui veulent donner une belle expérience de course. Là, c'est comme ils ont plus trop envie de faire ça s'ils se font canceller leur course et là, qu'ils perdent de l'argent. À un moment donné, faut quand même que tu fasses de l'argent pour tout ton temps que tu as investi là-dedans. Je suis sûr qu'ils sont encore là. Si on calculait leur salaire horaire, ça serait pas tant impressionnant parce qu'il faut qu'ils travaillent en débile pour organiser ça. Donc, c'est sûr, je sais, on est dans un état de crise, il n'y a plus de Noël. Mais en tout cas, ça serait le fun là, avec les vaccins qui s'en viennent, de pouvoir avoir des courses. Moi, j'espère en été ou en automne. Peut-être pas au printemps, mais été-automne, automne 2021, ce serait vraiment le fun d'avoir ça. Je pense que les gens en auront vraiment de besoin. Moi, j'en ai besoin vraiment pour ma santé mentale et pour
pour le plaisir. Les gens ont besoin de ça. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire ça de manière sécuritaire. Je pense qu'on l'a vu avec les courses qui ont été organisées, notamment par Encours Montréal. Aussi celle, je pense à celle de mon ami Alvaro, avec son 100 000 à l'heure, son 200 000 à l'heure. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire ça en sécurité. Le petit train, le marathon du petit train du Nord avait un bon plan. Malheureusement, ça a tombé en zone rouge, orange. Puis ça a tout fait tomber à l'eau malgré toutes les adaptations. Ce serait le fun de les avoir en 2021. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Donc, si ça vous dit, si vous êtes des hashtaggers, allez-y fort avec le ligne départ action, le hashtag ligne départ action, pour un petit peu supporter le mouvement. Ça, c'était une publication du Marathon du Petit Train du Nord, donc pour dire, on aimerait ça, des courses, on aimerait ça pouvoir organiser des courses pour vous, les coureurs. Ensuite, un article de Daniel Lequin sur Michael Capirazo, qui est le président-directeur général du New York Road Runners ou Road Running Club. Je ne suis plus trop sur le nom, mais bref, l'organisation qui s'occupe du marathon de New York, il a été poussé vers la porte de sortie à cause d'allégations de racisme. Et donc, un très bel article de Daniel Lequin qui parle justement un petit peu de ce qui s'est passé. Donc, je vous invite à aller lire ça. En fait, on ne dit pas exactement c'est quoi qui s'est passé, mais bref, il y a des allégations qu'il il l'écartait. C'était plus difficile de progresser dans son organisation si tu avais la peau noire ou d'une autre couleur. Et donc, on l'a gentiment demandé de démissionner, ce qu'il a fait. Et donc, on a pris. L'organisation ne l'a pas dit directement. Ils ont préféré dire on veut du nouveau talent, mais c'est assez clair que c'était pas juste ça. Il y avait c'était un personnage un petit peu aux opinions peut-être un petit peu pas très. Vraiment plus correctes, mais qui n'ont jamais été correctes, mais que aujourd'hui c'est assez maintenant pour pouvoir se faire pousser vers la porte. Et donc, même une très bonne nouvelle, selon moi et selon Daniel, d'avoir des gens de même qui ne soient plus en position de pouvoir pour que la course soit inclusive à tous et à toutes. Euh, Ensuite, mon Dieu, qu'il y a eu des performances. On va bientôt y arriver. Il y avait eu un demi-marathon à New Delhi. Là, je ne me souviens plus de la date exactement, mais qui avait vu des très grosses performances. Chez les femmes, on avait Yalemzerf Yehualahau, qui avait fini troisième aux mondiaux, qui s'est tapé un petit 1:04:46. Ça, c'est une femme. 1:04:46. 3,05 du kilomètre, deuxième meilleure performance de tous les temps. Juste derrière, je sais pas qui, mais deuxième performance. Ruth Chepngetich, elle, son nom, je l'ai vu souvent, du Kenya. La première était éthiopienne. Donc, Ruth Chepngetich, championne du monde de marathon. Donc, c'est pour ça que je connaissais son nom. Je l'ai déjà dit à ce podcast. 1:05:06. Et Ababel Yeshane de l'Éthiopie. C'est elle qui détient le record du monde. Cette fois-ci, elle a fait un 1:05:21. Quasiment une performance décevante pour elle, vu que ce n'est pas le record du monde qu'elle a déjà fait. Donc, des très grosses performances. Côté des hommes, on a eu Amdework Walelegan de l'Éthiopie. Il avait terminé troisième au mondial, 58-53. Andamlak, ça c'est en bas d'une heure, je vous rappelle pour ceux qui écoutent, en bas d'une heure pour un demi-marathon. Andamlak Belihu de l'Éthiopie, 58-54. Et Stephen Kissa de l'Ouganda, 58-56. Puis ils ont aussi mentionné, je tire ça de athlé.ch, athele.ch. Et aussi en quatrième, ils ont mentionné, il y avait Mouktar Idriss qui était champion du monde du 5000 mètres qui a fait 59-04. Là, ça peut paraître impressionnant, ça. Mais à Valence, on a eu encore plus impressionnant. On a eu 4, non, 3, je pense que c'est 3, non, 4 records du monde
dans une course. En fait, il y en a eu un seul parce que dès qu'il a passé la file d'arrivée, il y avait un nouveau record du monde. Puis les autres ont ensuite fait plus lent que le nouveau record du monde. Mais quatre personnes qui ont battu l'ancien record du monde en une course à Valence. C'était dans le cadre du marathon et demi-marathon de Valence. Ben, c'est au demi qu'ils ont battu le record. Donc, on a euh, on a eu, oh mon Dieu, des grosses performances. Ah, donc, il y avait Geoffrey, dans le fond, le record avant était de 58,01 par Geoffrey Kamworor. Ça datait d'1 an seulement. Et donc là, les gens se disaient, bon, mais la prochaine personne qui va aller sous 50, la personne qui ira sous 58 au demi-marathon, mais aura un record du monde. Et là, on a eu 4 personnes qui sont allées battre ce record du monde. On a le premier, Candy, du Kenya, qui a fait 57,32. Il a battu son record personnel par plus d'une minute. Ensuite, Kiplimo, je pense que c'est Abraham Kiplimo et Mutizo. Donc, Kiplimo qui est ougandais et Mutizo qui est aussi kenyan, ont aussi amélioré leur record personnel par environ une minute. En ce moment, je suis en train de citer Let's Run, je crois. Et ensuite, il y a un autre, mon Dieu, j'arrive plus à retrouver son nom, qui a aussi terminé sous 59. C'est complètement débile. Et là, les gens sont comme impressionnés, mais en même temps, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu rendus désabusés de ça, puis qui crient au dopage. Je veux dire, je pense que je suis bien d'accord avec eux. Ça sent la dope, cette affaire-là. C'est comme un petit peu débile. 4 personnes qui battent le record du monde en une seule course, c'est complètement débile. C'est pas comme si le record était poche. C'est un record très fort. Absolument, absolument débile. Et là, ça nous fait penser, ben, en ce moment, y a-t-il beaucoup de tests avec la COVID? Est-ce que vraiment on teste beaucoup? J'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de tests, mais en fait, moi, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu dans des articles, c'est que à certains endroits, ils essaient de créer des protocoles. Je sais que l'USDA, ça c'est les Américains, en fait l'unité antidopage américaine, ils ont essayé de mettre des protocoles pour que les gens se testent chez eux, puis ensuite envoient leurs résultats d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est les États-Unis. Puis ils sont bien avancés, ils sont vraiment forts dans la lutte contre le dopage. Puis c'est pour ça ils ont beaucoup de cas de dopage, parce qu'ils les détectent. Personnellement, j'ai vu beaucoup. J'ai pas vu tant de documentaires sur le Kenya, mais j'en ai vu une couple. Je pense entre autres à Transcend, entre autres, le champion du marathon de Chicago. Mon Dieu, son nom quand je cherche sur Google, c'est juste le film Transcendance qui ressort. Oui, Wesley Corey, qui est devenu un politicien par la suite, mais qui documentait quand même c'est quoi un petit peu le Kenya. J'ai vu d'autres documentaires là-dessus qui montrent que là-bas, je voudrais pas dire le Far West, mais c'est un peu ça. Il y a eu récemment un scandale, je pense que ça fait même pas un an, peut-être 2 ans maximum de ça, où est-ce que le coach, l'entraîneur en chef de l'équipe olympique du Kenya avait offert à deux journalistes qui prétendaient être des athlètes ou prétendaient être les agents d'athlètes, il avait offert de donner les dates où est-ce qu'il y aurait les tests pour des tests au hasard, entre parenthèses, entre guillemets, des tests hors compétition.
Donc, c'était l'entraîneur-chef qui a proposé ça, même pas un subalterne qui deal avec ça. Non, le chef lui-même, il s'est fait renvoyer et bannir, évidemment, mais c'est un peu ça. Le problème, je pense pas que c'est. Je dirais pas que c'est les Kenyans ont pas de morale. Non. L'affaire, c'est qu'au Kenya, courir, ça peut te permettre de changer ta vie. Tu peux gagner ta vie si tu cours rapidement. Puis si tu ne cours pas rapidement, si tu viens d'un milieu pauvre en tout cas, les autres perspectives d'emploi sont pas incroyables. Donc pour beaucoup d'entre eux, beaucoup des coureurs kenyans, en fait, c'est un rêve de devenir un coureur, puis de gagner sa vie comme ça, d'apporter de la richesse, puis de pouvoir t'acheter. Souvent, c'est ça qu'ils font une fois qu'ils ont gagné quelques courses, mais ils peuvent s'acheter des terres, une ferme, puis des vaches, puis ils peuvent redonner à leur communauté comme ça, leur famille, ils peuvent runner la ferme pendant qu'eux, ils continuent de courir. C'est vraiment un mode de vie. Fait que quand ta vie en dépend, moi j'ai un peu de... J'ai de la difficulté à juger quelqu'un qui se doperait pour ça, surtout s'ils savent que tous les autres autour sont dopés. J'oublie c'était quoi le documentaire que je regardais, mais c'était vraiment un documentaire quand même vraiment intéressant où il suivait justement un coureur kenyan, puis je sais plus si c'était lui ou c'était d'autres journalistes qui faisaient juste le test, en fait qui le suivaient, qui voulaient montrer c'est quoi un peu le processus pour aller voir un médecin pour avoir de l'EPO, puis c'était comme ça, tu pouvais le demander à quelqu'un, puis là il allait te dire il faut que tu parles à telle personne, puis tu vas en avoir, c'était pas, oui c'était compliqué, mais pas tant compliqué. Donc, on peut pas, ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. On peut pas dire qu'ils sont tous dopés. Mais tiens, juste un petit rappel, ok? Il y a de cela, même pas l'année passée, mais il y a 2 ans, au même marathon de Valence, ok? On parle de celui-là. C'était Abraham Kiptum, un Kenyan. Il avait fait un nouveau record du monde au demi-marathon. Donc la même course il y a 2 ans. Et il a ensuite été banni pour 4 ans pour une violation du ABP, Athlete Biological Passport, donc le passeport biologique de l'athlète. Donc ça, dans le fond, le passeport biologique, les athlètes de haut niveau, ils se font régulièrement prélever, on suit leur taux de sang, le PO, tout ça. Et si on voit des anomalies qui sont vraiment, qui montrent hors de tout doute qu'il y a dopage, ils peuvent se faire bannir. Et lui, dans son cas, ils ont vu des anomalies qui n'avaient aucun bon sens. C'est assez clair pour qu'il puisse recevoir un banc de 4 ans. Donc, une chance, son record avait été battu par la suite, donc il n'a pas tenu trop longtemps. Puis ensuite, il y a eu le banc de sa performance. En fait, son banc et le banc de sa performance. Mais donc, je dirais personnellement, je pense que d'ici 1 ou 2 mois, on va en apprendre qu'au moins un des 4 était dopé. C'est mon impression. Peut-être que c'est pas le cas. Mais honnêtement, c'est tellement suspect que 4 athlètes aillent chercher 1 minute sur leur record personnel, puis 4 qui vont sous 59. Oui, le demi-marathon est un petit peu moins couru que le marathon, parce que c'est un peu moins prestigieux, il y a un petit peu moins d'argent, mais quand même. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Il y a certains qui disent que les conditions étaient vraiment bonnes, mais à ce que j'ai vu, il y avait quand même un petit peu de vent. Il y en a qui disent que le parcours était court. Peut-être, mais c'est une course certifiée. Je pense pas que ça peut vraiment tant être très court. Là. Il y a quand même des gens qui ont mesuré ce parcours. C'est certifié IAF, ou en fait World Athletics maintenant. Franchement, je trouve que ça sent la dope et il y a beaucoup de gens qui sont du même avis. C'est triste à dire. Puis ça m'a fait réfléchir aussi dans les derniers mois, tous les records du monde qu'on a vus,
ça fait peur. Ça fait peur que ça ne soit pas des vrais. C'est sûr que d'habitude, les athlètes n'ont pas le temps de passer plein de temps sur un seul objectif, de focuser seulement sur le record du monde de 10 000, de 5 000 mètres, comme Joshua Cheptegei qui est allé chercher ça. Donc, oui, ça leur permet de plus focuser sur ces courses-là et donc d'aller chercher ces records du monde. En même temps, c'est suspect. C'est d'aller en chercher autant. C'est sûr qu'en temps normal, oui, ils vont aller prioriser de gagner des courses pour aller chercher des bourses. Mais tout de même, c'est vraiment c'est absurde. Là, il y en a qui disent aussi que c'est les Vaporfly. Oui, les Vaporfly ont amélioré les performances, mais est-ce que je pense que c'est juste ça? Non. Si on regarde, je regardais, j'ai plongé un petit peu dans le forum letsrun.com qui avait fait un article là-dessus, puis je regardais les commentaires. Un des commentaires, je peux pas vérifier, j'ai vérifié, j'ai vu que ça c'était vrai. Il y avait Joseph Cheromé, qui est le coach, qui était le coach de Vincent Yattard, qui a été banni pour 4 ans pour avoir dopé en avril. Eh bien, il disait que c'était le coach d'un ou des 4 de ces athlètes-là. Donc, si c'est bien le cas, j'ai pas pu vérifier si c'était bien le coach d'eux. Je crois que j'avais bien vu que c'était le coach de la personne qui a été bannie. Je ne sais pas si j'ai pu vérifier si c'était vraiment bien leur coach, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi ils sortiraient ça ici. Et donc, c'est quand même... quand tu as coaché quelqu'un qui s'est fait bannir pour avoir été dopé, oui, c'est sûr, ça peut arriver qu'un athlète se dope sans l'accord du coach. Selon moi, c'est ultra rare. Selon moi, c'est d'habitude, si un athlète se dope, le coach est au courant. Si t'es pas au courant, en fait, tu fais pas ta job de coach. Tu devrais être au courant si ton athlète est en train de faire ça. Donc, très, très suspicieux si c'est bien le cas. Bon, là, c'est vraiment des spéculations de forums, de courses. Mais c'est quand même, selon moi, ça fait du sens. Ça a du sens, c'est ce qui est dit là. C'est pas de la théorie conspirationniste venue de nulle part. Donc, c'est ça. Puis, une petite quote, encore une fois, une autre commentaire d'un des utilisateurs de Let's Run. Il dit je crois que la dernière fois que 4 personnes ont brisé un record du monde dans une même course, c'était les femmes de la Chine aux 3000 mètres en 93. Si je ne me trompe pas, il y avait du dopage là-dedans. Corrigez-moi si c'était le cas. Mais donc, les Chinoises, justement, qui dans les années récentes de plus en plus ont été bannies, de plus en plus de records ont été soit enlevés ou soit sont ultra suspicieux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bonne technique pour vérifier le dopage, malheureusement. Ce qui fait qu'il y a des records vraiment, je pense que c'est quasi imbattable sur certaines distances, en tout cas. Donc, très, très suspicieux. C'est ça qui est triste un peu avec la COVID. Ça fait que ça donne le dos large, puis ça fait que on se permet de slacker dans bien des aires, des autres aires qui vont être de la course et en fait, de toute, de la vie. Mais je pense que ça va faire quand même du tort au sport parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a aucun contrôle dans certaines régions où c'est une farce, les contrôles. Parce que c'est ça. Aux États-Unis, ils sont capables d'arriver avec un protocole en ligne. Pensez-vous qu'au Kenya, ils font ça, le test à la maison avec les petits échantillons d'urine? J'en doute fort. J'en doute vraiment fort. Oui, ils se font tester après la course, mais c'est pas ça qui fait la différence. Ça fait une petite différence d'être dopé quelques jours avant la course, mais ce qui fait toute la différence, c'est d'être dopé à l'année longue, puis de pouvoir t'entraîner, puis de continuer à t'entraîner, puis pas te blesser.
t'entraîner comme un défoncé. C'est ça que ça permet de faire, l'EPO. Ça t'aide aussi la journée de la compétition si tu en as, mais si tu arrêtes avant la compétition pour ne pas te faire prendre, tu vas quand même avoir un gros avantage sur tes compétiteurs qui n'ont pas pu s'entraîner comme des défoncés, ce que la dope permet de faire. Donc, bref, c'est de la spéculation. Il n'y a rien encore, de prouvé, mais je dis regardons. L'avenir nous en dira un petit peu. En même temps, s'ils sont dopés avant et qu'ils ont arrêté, qu'ils ont bien fait ça, si on veut, qu'ils connaissent bien la game, peut-être qu'ils se feront pas prendre non plus. Mais en tout cas, c'est vraiment suspicieux. Des jeunes hommes, en plus, je pense, sont autour de la vingtaine. Là, c'est vraiment... c'est débile. Bref, c'est ce qui devrait conclure, cet épisode. Donc, petit rappel, allez voir le site web du Monde de la course. Allez voir aussi, allez remplir le sondage pour dire ce que vous voudriez entendre, dire des améliorations. Comme vous voyez, je le prends pas personnel. J'ai vu des commentaires de t'as pas assez de pète dans ta voix, puis sûrement que j'ai manqué un peu aussi vers la fin. Mais bon, je fais mon mieux pour essayer de donner le meilleur contenu possible. Et en même temps, vous pourriez gagner une paire de souliers Skechers. Gros merci à Skechers qui sont très généreux là-dessus. Une belle paire de souliers neufs qui vont être shippés. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à attendre pour Noël, là, avec la folie des commandes de Noël. Mais ça devrait arriver proche. Sinon, ça fait, comme j'ai dit la dernière fois, ça fait un petit cadeau de Noël bonus après. Vous avez jusqu'au 13. Je pense pas que j'avais dit la date. Je vous donne jusqu'au dimanche 13 décembre pour remplir ça. Donc, dépêchez-vous. Allez remplir ça avant la date limite. Je pense que je vous donnerai jusqu'à minuit. Je suis généreux de même. Mais le lundi, il sera trop tard. Donc, allez remplir ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne course.